Euh, Déjà, on a un gros travail qui a été fait et avec la CPME nationale, et je pense que vous entendez parler François Asselin très régulièrement, qui se bat en permanence pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Et il y a beaucoup de dispositifs d'ailleurs qui ont évolué sur la demande de la CPME. On travaille en permanence également avec la CPME Occitanie, et je remercie le président Samuel Sett, avec qui on a un gros travail de coordination sur l'Occitanie avec l'ensemble des présidents. On se fait deux, trois conférences là aussi par semaine, et on est en contact en permanence pour faire évoluer les choses. Et puis vous dire que dans l'Hérault, et ça je pense qu'on verra avec Coralie qui a une vision plus large des choses, et peut-être Pascal Tachon, je peux vous dire que dans l'Hérault, ça se passe quand même globalement très bien. On a une très belle collaboration entre tous les services autour du préfet Jacques Witowski, qui est un préfet très pragmatique et avec qui les choses avancent clairement, et qui coordonne justement tous les acteurs et avec les services de l'État, que ce soit la DGFiP, la Directe, donc la Fédération des banques, la Banque de France, l'URSSAF, etc. Et puis autour de tous les syndicats patronaux, là aussi avec une belle union avec l'UDP et le MEDEF et les syndicats de branche. Et puis autour des chambres consulaires avec la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture et la Chambre de commerce, dont je fais partie aussi, donc avec notre président André Deljari, très présente sur tous les domaines et qui font avancer les choses. Et globalement, cette union du monde économique fait que les choses se passent quand même plutôt bien dans l'Hérault et qu'on arrive à vraiment faire avancer les choses. Voilà. Je voudrais revenir donc sur ces 6 semaines de confinement avec la CPME. Les 2 premières semaines, on a été un peu comme tout le monde à gérer un peu l'urgence, gérer le choc, avoir cette prise de conscience de cette crise qui au départ, peut-être comme de nombreuses personnes, on prenait ça un petit peu à la légère. Et puis de rassurer nos adhérents, de les aider à mettre en place le télétravail pour certains. Et donc, on a mis en place une cellule d'experts où on a répondu à des centaines de mails au cas par cas. Et je remercie sous la direction de Benjamin Chevalier, notre vice-président. On a regroupé des avocats, des experts, des conseils en entreprise pour répondre au cas par cas à toutes les questions que pouvaient se poser nos adhérents. On a fait une campagne de phoning où on les a appelés un par un également pour connaître leurs problématiques, et ça grâce aussi à la CPME Occitanie. C'est ce qui nous a permis d'avoir un peu un retour de tout le monde et surtout de gérer tout le monde avec ce mail qui est toujours en place et sur lequel vous pouvez nous contacter, covid19@cpmehero.fr, où on répond à toutes vos questions fiscales, juridiques, sociales, aide de l'État, relations avec les banques, voilà. Je voudrais remercier Aurélie et Spitali Noël, notre secrétaire générale, qui a fait un travail extraordinaire sur la communication, notamment avec cette rubrique sur notre site Covid-19, où vous avez tous les dispositifs, tous les liens vers les formulaires qui sont à jour en permanence. Et Dieu sait si ça change d'heure en heure à chaque fois, avec des fois des arrêtés qui sont pris et des annonces qui sont faites en même temps. Donc, c'est normal, tous les dispositifs évoluent, et à chaque fois, on vous tient au courant par rapport à ça. Et puis, on mène des enquêtes avec la CPME Occitanie, comme on vous l'a dit, pour vous donner un maximum d'informations avec ces newsletters également qu'on vous envoie 2 fois par semaine. Ça a été vraiment le travail qui a été mis en place sur les 2 premières semaines, et je voudrais en profiter de cette audience pour remercier à la fois tout mon bureau, mon CA, qui est mobilisé en permanence, on en fait 1 ou 2 par semaine, et puis tous nos adhérents et mandataires qui font un travail extraordinaire pour répondre au cas par cas toutes les questions. Les 2 semaines d'après, ça a été plutôt la mise en place et la réponse à tous les dispositifs qui ont été mis en place. Donc, je ne reviens pas dessus, mais que ce soit le chômage partiel, que ce soit le fonds de solidarité, le report des échéances avec les banques, le PGE, le prêt garanti par l'État, le report des loyers. Donc là, on a essayé d'expliquer à tout le monde les démarches qu'il fallait faire, ce à quoi ils avaient droit, d'expliquer un peu l'évolution des dispositifs. Et puis, on a commencé à mettre en place une nouvelle façon de travailler avec vous, avec ces webinaires qu'on fait depuis 3 semaines, des ateliers interactifs qu'on fait également depuis 3 semaines. On a déjà fait sur le document unique, on a fait sur la cybersécurité, on en a fait un ce matin sur les réseaux sociaux, et on vous en prévoit de nombreux encore à suivre. Donc, sur les petites dates pour finir qu'on prévoit, mardi prochain, on en fait un sur les achats responsables avec Benjamin Chevalier. Le soir, on fait un premier événement finalement en vidéo
on fait une soirée business meeting le mardi 28 à 17h où par petite chambre visio, vous allez pouvoir expliquer vraiment votre activité et recommencer un peu à créer du lien commercial. Et ça, je pense qu'on en fera assez régulièrement. Le jeudi 30, on refera un gros webinaire comme celui-là avec plusieurs partenaires sur la reprise du travail avec la METRA, donc médecine du travail, avec des professionnels sur la gestion des risques psychosociaux qu'il va falloir envisager par rapport à cette reprise du boulot où il y a un vrai effet psychologique à gérer par rapport à nos salariés, mais aussi par rapport aux chefs d'entreprise. Et puis, on vous prépare de nouveaux ateliers interactifs sur la gestion de la trésorerie, sur le financement, sur le management à distance, sur le e-commerce, sur comment gérer la tension justement avec ses salariés. On en fera un gros sur former ses salariés pendant le chômage partiel. Vous savez qu'il y a un dispositif avec la région qui existe là-dessus. Et puis, un gros webinaire qu'on est en train de préparer sur la gestion des conflits prud'homaux et des conflits avec le tribunal de commerce. On sait qu'il va y avoir pas mal de conflits qui vont naître. On est en train de travailler avec l'Union des jeunes avocats, notamment, à remettre en place un système d'arbitrage pour essayer d'accélérer les choses. Et je pense qu'André Deljari en parlera aussi avec le CIP au niveau de la CCI. Je lui laisse en parler tout à l'heure. Voilà. Et puis ces 2 dernières semaines, ça a été vraiment cette préparation à la reprise. Comment on va pouvoir reprendre et envisager l'avenir avec la mise en place de cellules de réflexion. Donc au sein de la CPME, on en a mis en place également autour de Myrène Lafourcade et Muriel Fournier sur les mesures à très court terme à mettre en place pour pouvoir redémarrer son activité, et puis une cellule à plus long terme avec Roger Yannick Chartier sur la réflexion de qu'est-ce que cette crise va changer dans notre société, dans notre façon de travailler, dans notre façon de produire, dans notre façon de gérer nos salariés, dans les relations avec nos fournisseurs, etc., etc. Donc, on est persuadé qu'il va y avoir de nombreux changements suite à cette crise, et c'est cette cellule qui va travailler. Donc, vous pouvez nous rejoindre. On a appelé cette cellule Et Demain, et donc le mail c'est edemain@cpmehero.fr sur lequel vous pouvez nous envoyer toutes vos bonnes idées, que ce soit à court terme ou à long terme, pour aider à cette reprise d'activité. Voilà. Et puis il y a une mission donc, qui a été mise en place avec la préfecture autour de Madame Renet, et donc mise en place par le préfet, une cellule après Covid. Vous pouvez nous rejoindre pour travailler dans des cellules. On a proposé que chaque chambre consulaire et chaque syndicat soit chef de file d'un sujet pour éviter que tout le monde réfléchisse à tout, et là aussi pour améliorer la performance de nos actions. Donc, il y a des cellules qui ont été mises en place à la préfecture sur des filières autour du BTP. Nous, à la CPME, on a pris en chef de file la cellule service et événementiel en partenariat avec la CCI. Il y a une grosse cellule de réflexion qui a été mise en place, bien sûr, par la CCI autour du commerce et du tourisme et de l'industrie. Donc, si certains veulent apporter leur pierre à l'édifice, André, je pense, en parlera tout à l'heure. Voilà, le MEDEF a mis également en place sa cellule autour de la simplification administrative. Donc voilà, tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice sont les bienvenus. C'est ensemble qu'on se sortira de cette crise. Voilà, je ne serai pas plus long pour démarrer, et je vais laisser la parole à Coralie Dubos pour avoir un peu sa vision, elle, après 6 semaines où je sais qu'elle a été sur le pont en permanence pour notamment faire évoluer les dispositifs auprès de Bruno Le Maire. Coralie, je te laisse un peu la parole pour ta première vision. Merci Grégory. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Super, parfait. Parfois ça ne marche pas, vous me faites signe. Bon, déjà, merci de ce moment d'échange tous ensemble. Là, je n'arrive pas à tous vous voir et ça me perturbe. Je n'ai pas du tout envie de voir mon visage. Ouais, ça y est, je suis sur vous. Effectivement, la période a été du début du confinement, même un peu avant, parce qu'il y a eu les premières semaines où on a commencé à comprendre qu'il allait se passer quelque chose qui était d'abord l'information qu'on avait eue venue de Chine, qui n'était pas dramatique, du moins quand vous n'étiez pas dans une catégorie de personnes dites vulnérables. Et puis quand on a vu ce qui se passait en Italie, on s'est dit que c'était un peu plus compliqué que ce qui nous avait été annoncé et qu'il allait falloir mettre les bouchées doubles, réenvisager une épidémie sous une autre forme, avec une autre gravité, que ce soit en contagiosité ou en personnes qui allaient arriver à l'hôpital, avec ce fameux risque de saturation des hôpitaux qui est apparu très vite. Et à peu près tout a été construit au départ, à l'origine, autour de ce risque de saturation des hôpitaux qui entraînait lui-même un risque de mortalité très élevé.
on a espéré que ça dure peu de temps. Et ça a été un moment un peu vertigineux, pour, le gouvernement et la majorité, le fameux week-end, où, doit se décider d'appuyer sur le bouton off du pays, quelque part entre guillemets, en décidant de confiner tout le monde, de mettre, un coup d'arrêt à l'activité démocratique, un coup d'arrêt à l'activité économique, un coup d'arrêt à l'activité sociale, scolaire, enfin bref, dans tous les secteurs, pour renforcer le système hospitalier et permettre de sauver un maximum de vies. Et puis aussi, prendre le temps de découvrir ce qu'était réellement ce virus, puisque nous avions, très, très peu d'informations. Donc ça a été vertigineux, mais il fallait le faire. Le gouvernement l'a fait et puis on les a appuyés et j'avoue, avoir été très agréablement surprise. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu et vous me le direz, mais je trouve que Bruno Le Maire et Bercy en général, ils ont fait un effort considérable pour adopter tout de suite, très vite, ils n'ont pas tardé, des mesures qui permettent de, pour autant, même si on appuie sur le bouton off de la vie en société telle qu'on la connaît, de permettre de maintenir les entreprises et les emplois un maximum, de maintenir aussi les foyers qui peuvent être en situation de précarité, de leur apporter une réponse. En bref, de venir compenser ce changement de situation dans la mesure du possible. Ce sont des milliards qui ont été débloqués, ça n'a jamais été vu dans l'histoire de France, hein, ça n'a jamais été vu dans la Ve République. Là, il y a des centaines de milliards qui ont été débloqués. Pour les entreprises, on est à un peu plus de 130 milliards, là, avec le projet de loi de finances rectificative qui a été voté. Donc, c'est un chiffre qui est tellement considérable. Pour mémoire, hein, quand il y avait eu la crise avec les gilets jaunes et qu'on avait fait des mesures d'urgence qui avaient coûté 17 milliards, tout le monde paniquait en se demandant comment on allait le financer. Et là, en 3-4 jours, ont été décidés de mettre ces 130 milliards. Donc, c'est vraiment une volonté très forte, soutenue, appuyée, que de maintenir l'activité économique, que d'être en soutien des entrepreneurs, en soutien des emplois. On sait que ça ne suffira pas et qu'il va falloir encore aménager des choses, pas au sens de volume financier, mais au sens de réaménagement de l'activité et de retour à l'activité. Mais c'est un amorçage qui déjà est une sauvegarde. C'est un amorçage qui est une sauvegarde et qui était une sauvegarde indispensable. Et tout le monde a été d'accord. Le président, le Premier ministre, Bruno Le Maire, les députés, tout le monde a été d'accord. Ce qui n'empêche qu'il a fallu adapter certaines mesures. Et je salue tout de suite l'action quotidienne de Grégory qui n'a pas cessé de me dire à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était peut-être une bonne idée à Paris, mais moins facilement déclinable sur le terrain, dans le concret, dans la vie pratique des entreprises. Et ça nous a permis de faire beaucoup d'allers-retours entre les décrets qui pouvaient être pris en urgence, la façon dont ils s'appliquaient sur les territoires. Je mets évidemment le préfet, la DDFIP et la Directe dans la boucle avec qui on a beaucoup échangé, et d'adapter les mesures au fur et à mesure de leur mise en œuvre selon les retours qui nous étaient faits. L'exemple le plus récent et dont je ne suis pas mécontente, c'est pour les fleuristes où il y avait une espèce d'incompréhension autour du décret des activités indispensables ou non indispensables, celles qui pouvaient travailler, qui avaient le droit de travailler ou pas et dans quelles conditions. Et les fleuristes n'arrivaient pas à avoir une activité sur notre territoire. Donc, on a beaucoup échangé. Grégory m'a sollicité plusieurs fois à ce sujet. On a échangé un peu avec le préfet. J'ai échangé avec mes collègues pour voir sur les autres territoires comment ça se passait. Je suis allée vite saisir Bercy et en 24-48 heures, on avait un nouveau texte qui permettait aux préfets d'autoriser leur activité via le click and go et dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes pour tout le monde, mais qui leur permettait de reprendre une vie. Et ça, c'est une chose importante. Et je pense que c'est un peu dans cette direction qu'il va falloir aller maintenant pour la plupart des secteurs d'activité. Certains poseront des questions et vous me direz quelles sont les vôtres. Si vous avez des questions précises par rapport à votre secteur d'activité, bien évidemment, je suis prête à y répondre. Vous savez que Muriel Pénicaud aussi a beaucoup travaillé avec le bâtiment pour essayer d'élaborer une charte des bonnes pratiques dans le cadre de laquelle il y aurait des garanties qui seraient apportées aux travailleurs. Maintenant, je comprends la complexité quand on a une petite structure pour faire des rotations d'équipes, être sur des demi-équipes. C'est probablement plus facile à absorber pour un major que pour une petite structure. On est tous d'accord là-dessus. Mais finalement, on doit être très créatif avec cette contrainte nouvelle qu'est le Covid. Petit point pour vous, sanitaire de situation.
Qu'est-ce qu'on a comme information sur ce virus pour l'instant? Les dernières nouvelles très récentes, celles des 24-48 dernières heures, sont plutôt bonnes par rapport à celles qu'on avait avant. On apprenait des choses qui ne nous plaisaient pas trop. On avait eu des personnes malades qui avaient été réinfectées. Alors, on ne savait pas si elles étaient réinfectées parce qu'elles l'avaient attrapé à nouveau, pas fait d'immunité ou parce que ça se réactivait. Mais c'était des études étrangères. Et là, on a une étude française qui est parue, qui est plutôt porteuse de bonnes nouvelles pour la suite, même s'il faut on tempère nos ardeurs, on ne veut pas s'emballer, mais quand même, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les dire parce qu'on en a tellement annoncé de mauvaises. C'est une étude où vous aviez 130 patients Covid positifs infectés et pas forcément des gens en réanimation, certains avec des symptômes très bénins. Il n'y en avait que 2 qui étaient passés par la réanimation sur les 130. Et sur ces 130, donc beaucoup de personnes peu symptomatiques, vous avez 129 personnes qui étaient immunisés et qui n'attraperaient plus le Covid. Donc ça, c'est un peu l'une des meilleures nouvelles qu'on ait eues de la recherche depuis longtemps. Ça veut dire que ça nous apporte de l'espoir sur le fait que la population puisse elle-même se faire une immunité, notamment quand elle n'est pas ou peu symptomatique. Ça nous apporte aussi beaucoup d'espoir sur un vaccin, parce que qui dit immunité dit capacité à fabriquer un vaccin, alors que si on n'était pas garanti de faire une immunité, on n'était pas garanti d'avoir un vaccin. Bref, sans rentrer dans des détails de biologistes et d'infectiologues, ça permet quand même de se dire qu'on a une perspective, certes à échéance moyen terme, ce n'est pas pour demain matin, mais on a une perspective de vaccin, de traitement et donc d'issue. Donc la question désormais, ça va être comment est-ce qu'on gère entre cette période de début de fin de confinement et la période où on sera soulagé par ce vaccin qui permettra une immunité collective. Comment est-ce qu'on opère la transition pour qu'on ne revienne pas sur la problématique de la saturation des hôpitaux qui aurait une difficulté à absorber. La première chose, c'est que comme les lits ont été doublés, déjà, on a un peu plus de marge que ce qu'on en avait au mois de février. On avait 5 000 lits en réanimation, on en a désormais 11 000. Et ils essaient encore d'aller, je crois, à 14 000. Donc, on a un tout petit peu plus de marge. Mais bon, si je vous donne, il y a plusieurs scénarios des spécialistes, mais l'un des scénarios les plus durs et les plus catastrophistes dit qu'en pic épidémique, si on devait avoir une deuxième vague en pic épidémique, on pourrait dépasser les 50 000 personnes en réanimation par semaine. Vous imaginez bien que personne ne veut arriver à cette situation. Pour l'instant, on a réussi à le juguler, il faut que ça continue. Pour autant, on ne peut pas laisser ni l'activité économique, ni l'activité sociale, ni l'activité démocratique totalement en dehors. C'est pour ça que le déconfinement a été annoncé à partir du 11 mai, en commençant par les écoles. Et peut-être que vous avez entendu les annonces de Jean-Michel Blanquer. Ça va se faire en plusieurs étapes. Il y aura 3 semaines phares pour commencer à remettre les enfants à l'école par catégorie d'âge, selon si leurs classes sont des classes dites charnières ou pas en termes de programme. Et évidemment, le fait que les enfants puissent retourner à l'école, c'est aussi une condition sine qua non pour que les parents puissent retourner eux aussi au travail et en activité. C'est très important, même si je pense que d'autres ont pris des habitudes avec le télétravail et les enfants, mais je pense quand même que c'est bien que chacun puisse retrouver une vie. Donc la question de l'emploi va se poser aussi pour vous, de la reprise de l'activité, j'imagine, avec vos collaborateurs. S'ils ont des questions, d'ailleurs, si vous-même, vous avez des questions même sur le déconfinement scolaire, on pourra en reparler. Sur l'activité économique, la liste des commerces autorisés, alors je dis commerce, mais c'est entreprise, la liste des entreprises qui peuvent travailler va évidemment être élargie à partir du 11 mai. Je ne suis pas pour autant certaine qu'il y ait une reprise automatique pour tout le monde. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui sont en train d'essayer de négocier pour les coiffeurs la reprise du 11 mai, et c'est pas certain, c'est pas garanti. En Italie, ils l'avaient réouvert très tôt, mais ils ont eu un flot épidémique très long. Donc bon, tout ça est en cours d'évaluation. Le gouvernement a des réunions tous les jours en ce moment à ce sujet pour voir quelles sont les mesures qu'ils peuvent adopter, préconiser, qui permettent à la fois de garantir du sanitaire, de la vie économique, de la vie sociale et de la vie scolaire pour les enfants. Je pense qu'un plan sera présenté courant de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine au président de la République, puis présenté à la population. Il y a une concertation qui s'effectue beaucoup avec les préfets, les élus maires et les élus parlementaires. Donc, si vous avez des suggestions par activité, je suis aussi preneuse de toutes vos idées, remarques, observations sur des choses qui pourraient nous échapper parce qu'on n'a pas pensé à ceci. Donc vraiment, il ne faut surtout pas hésiter, vous-même par la voix de vos représentants, André Belgary et Grégory Blanc-Villain, à nous faire passer toutes les remarques. Pour l'Hérault, si je fais un petit focus sur l'Hérault, ça s'est quand même pas trop mal passé chez nous. Effectivement, je pense qu'on a un préfet de grande qualité
qui a été formé à la gestion de crise et qui avait déjà eu à gérer une crise d'une autre nature. C'était lui qui avait géré la tempête Irma à l'époque où il était au ministère de l'Intérieur, directeur de la sécurité civile, et qui a eu aussi une grande capacité à fédérer l'ensemble des acteurs institutionnels avec lui, que ce soit le régalien, l'ARS, le CHU, les pompiers, bref, tout le monde a travaillé en bonne intelligence et ça a donné d'excellents résultats à mon sens et on s'en est plutôt bien sorti. Pour les chiffres qui m'ont été communiqués, mais peut-être qui sont à actualiser, le fonds de solidarité dans l'Hérault, ça a été 18 millions qui ont bénéficié à 14 000 entreprises, avec une moyenne de 1 304 € distribués. 50% des salariés du secteur privé bénéficient aujourd'hui du chômage partiel. 79 millions d'euros ont été remboursés par la DDFiP aux entreprises en matière de charges. Le PGE se passerait plutôt bien, et là je prends vos retours, on en avait déjà parlé, Grégory, parfois au démarrage il y a eu des difficultés, mais je crois que ça a été corrigé par la suite. On aurait seulement une soixantaine de dossiers en médiation. Ce sont aussi 160 millions d'euros en aide directe en dehors du PGE qui auront donc été injectés, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Après, je pense que pour notre territoire, ça va être plus compliqué cet été. Moi, j'avoue que j'ai quand même des appréhensions pour cet été, notamment en matière de tourisme. Je pense au secteur de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel. On sait que déjà pour eux, ça a été très compliqué. Et je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer cet été et jusqu'à la rentrée très large, on va dire jusqu'en septembre-octobre. C'est normalement une période de l'année extrêmement florissante pour ce secteur économique. Et là, il risque d'y avoir un petit peu de timidité de la part des Français, quand bien même nous ne serions pas obligés de reconfiner. Donc, je garde beaucoup de mesures et de précautions sur ce sujet-là. Bruno Le Maire a annoncé des mesures dédiées à ces deux secteurs d'activité que sont le tourisme et l'hôtellerie-restauration. Elles sont en cours de préparation. Je pense qu'il va falloir un soutien massif, effectivement, pour pouvoir relancer. Et une grande action, j'ai vu, André, que tu l'avais mis dans tes propositions de déconfinement, une grande action aussi gouvernementale et des élus en général pour inciter les gens à venir reprendre et participer à cette reprise économique, pas forcément seulement en tant que salarié, mais aussi en tant que consommateur, quelle que soit d'ailleurs l'activité touchée. Et je pense qu'il va falloir là tous agir de concert pour pouvoir redonner confiance, sans pour autant négliger les gestes barrières, mais redonner confiance et retrouver un semblant de vie commune. Voilà, maintenant je me tiens à votre entière disposition, je vous écoute et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Merci Coralie. Effectivement, ce que j'ai pas dit au départ, c'est que vous pouvez poser des questions, donc vous envoyez sur le petit onglet Converser, et c'est Aurélie qui va regrouper toutes vos questions et on va faire intervenir tout le monde d'abord et puis à la fin on prendra toutes les questions. On reviendra sur des éléments que tu as donnés, Coralie. Je te remercie sur la situation de l'Hérault avec des effets à court et surtout moyen et long terme, à mon avis, et pour notre tourisme et pour les filières de l'événementiel que je connais bien, puisque c'est mon métier, mais au sens large du terme, avec tous ceux que ça peut faire travailler derrière, que ce soit les traiteurs, les lieux de réception, les transporteurs, les boîtes de technique, de location, etc. Et puis tout le monde culturel qu'on n'oublie pas, puisque Montpellier est quand même une des capitales de la culture où il se passe énormément de choses au niveau des festivals et du sport, hein, puisqu'on est aussi une capitale sportive où on a toutes les équipes à haut niveau et toutes ces retombées que ça peut apporter sur l'écosystème derrière. Et à mon avis, ça va être des conséquences à moyen et long terme là-dessus et les mesures actuelles ne suffiront pas. Et c'est vrai qu'on attend des choses là-dessus et c'est pour ça qu'on a mis en place ces cellules et je sais qu'André reviendra dessus tout à l'heure. Voilà, donc on prend D'ailleurs, toutes les questions. pardon, Oui, vas-y Coralie. je me permets un petit peu de chauvinisme, vous ne m'en voudrez pas, territorial, très local montpelliérain, mais international, etc. C'est tout un écosystème autour qui risque de s'effondrer, les fournisseurs, les clients, les conseils. Et mine de rien, bon, je leur souhaite vraiment de s'en sortir, mais je pense que
dans notre difficulté territoriale locale à avoir de l'industrie, etc., ça veut aussi dire qu'on va peut-être subir moins fort le choc et qu'on sera plus prompt à redémarrer parce qu'on n'est pas comme ça hyper dépendant de 2-3 secteurs comme d'autres localités pourraient l'être. Donc j'ai à la fois des inquiétudes et en même temps beaucoup d'optimisme sur notre capacité à se redéployer sans dépendance. Merci Coralie pour cet éclairage. On va passer la parole à Pascal Tachon pour nous faire un petit point donc, sur les premiers chiffres de l'impact au niveau national et puis un point plus local, notamment sur le PGE, Pascal. D'accord. Donc, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous de nouveau. Donc, ravi d'intervenir sur ce sujet économique et financier. Donc, comme l'a dit Madame la députée, le choc, cette crise sanitaire a eu un impact économique considérable au niveau national. Et nous pouvons le regretter parce qu'en tout début d'année, les chiffres étaient plutôt mieux orientés en France. L'économie nationale avait été beaucoup plus résiliente qu'au niveau européen. Et nos études de début d'année pour la région étaient également très favorablement orientées. Donc, le terrain de départ était plutôt positif, mais donc cette crise sanitaire a évidemment eu un impact majeur, sans surprise, comme l'économie nationale, et a affecté, comme vous venez de le dire, principalement les deux principaux poumons de la région, à savoir l'aéronautique sans doute et le tourisme, le secteur du tourisme. Donc, les estimations d'impact sont aujourd'hui à peu près identiques à celles qui ont été estimées au plan national, à savoir que depuis le début de l'année, c'est à peu près un tiers de l'appareil productif qui était mis à l'arrêt. Et donc, les impacts considérables ont appelé des moyens considérables. Les pouvoirs publics ont vraiment mobilisé énormément de choses sur les deux principaux axes également, que sont les aspects budgétaires et les aspects monétaires. Donc, sur le plan budgétaire, c'est plusieurs centaines de milliards qui vont être maintenant consacrés à la résolution de cette crise, à la sortie de cette crise, et plusieurs milliers de milliards, 4 000 milliards pour le parti monétaire. Alors, avec deux objectifs principaux, il faut les garder en tête, les objectifs de pouvoir préserver le capital productif pour les entreprises et pouvoir préserver le capital humain avec le chômage partiel. Donc, c'est un enseignement qui avait été tiré de la crise précédente pour justement tirer très partie de ce maintien de l'appareil productif en état et de la main-d'œuvre pour rebondir. Donc, nous avons évidemment du potentiel au niveau national, mais également au niveau régional. C'est vrai que ce sera compliqué pour l'aéronautique, ça sera sans doute très compliqué pour le tourisme tant que nous n'avons pas une visibilité suffisante. Enfin, tourisme au sens large, avec la restauration, l'hôtellerie de plein air. Donc, beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Mais en tous les cas, donc, les moyens qui ont été mis en place ont été activés très efficacement. Donc, je ne vais pas descendre plus dans le détail sur les aspects macroéconomiques. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais en tous les cas, les dispositifs qui ont été mis en place visent à conserver cette capacité de rebond. Alors, si on en vient maintenant aux dispositifs qui ont été mis en place, sur le plan bancaire, strictement bancaire, c'est ce qui est l'objet de mon intervention, il y avait deux piliers essentiels, à savoir le premier qui était le report des échéances bancaires, donc 6 mois d'échéance qui a été quasiment automatisé pour une très très grande part, donc je vous en donnerai quelques chiffres. Et le deuxième élément, le prêt garanti par l'État, donc à hauteur de 300 milliards d'euros, donc garanti à hauteur de 90% par l'État, et qui nécessitait un déploiement efficace, rapide, auprès des entreprises qui en avaient le plus besoin. Donc ces 300 milliards, ce fameux PGE, prêt garanti par l'État, a été installé très très rapidement. Et là aussi, je vais vous donner quelques chiffres, mais juste avant de donner des chiffres, Grégory Glandin le disait, je crois qu'on peut tous se féliciter dans l'Hérault d'avoir une très très bonne coordination des différents services de l'État, des collectivités locales, des fédérations professionnelles, des organisations patronales, pour justement faire émerger très très vite les solutions, donc les difficultés et les traiter. Donc pour que tout le monde ait bien connaissance du dispositif, s'agissant du recours bancaire, nous avons très vite désigné un correspondant Covid dans chacun des établissements bancaires qui permet à toutes les entreprises qui auraient des difficultés avec leur teneur de compte, avec leur gestionnaire, d'avoir un premier niveau de recours. Ensuite, nous avons installé un ensemble de réunions hebdomadaires qui vous permettent aussi de faire remonter via vos organisations professionnelles, fédérations et chambres consulaires, des difficultés. Donc là aussi, c'est l'occasion de faire traiter très très vite des sujets ou des difficultés.
Et puis ensuite, évidemment, à mon niveau, donc la Banque de France assure le secrétariat et la Alors, quelques chiffres pour illustrer les choses, sachant que à ce stade, ils sont encore un peu imprécis, mais que la loi de finances rectificative a prévu un certain nombre de dispositions qui amèneront la BPI et les différents acteurs à communiquer à la Banque de France des chiffres qui permettront de consolider au plan régional, consolider au plan départemental toutes ces données et pouvoir faire une restitution plus fine. Alors, pour autant, pour vous donner un ordre de grandeur et vous montrer que l'effort a été assez considérable sur les semaines qui viennent de se passer, le prêt garanti, alors, le report d'échéance d'abord, en Occitanie, il a concerné 130 000 entreprises pour pratiquement 800 millions d'euros. Donc, là aussi, à mettre en perspective de l'aide apportée sur le plan budgétaire, c'est 800 millions d'euros qui ont été apportés par ces reports de crédit de 6 mois qui permettraient ou qui devraient permettre d'enjamber la période difficile. Alors, à cela, donc, s'ajoute le prêt garanti par l'État. Donc, au niveau national, c'était 162 000 entreprises au 15 avril qui avaient eu recours au PGE, donc avec des sommes débloquées pour un montant de 24 milliards d'euros. Et au 22 avril, donc la semaine dernière, c'était 38 milliards pour 270 000 entreprises. Donc vous voyez, une montée en puissance considérable. Et là, pour reprendre un des chiffres qui a été donné par la Fédération bancaire française pour un des établissements de la place, je crois que c'est la Société Générale, c'est que la profession bancaire a mis en place en 3 semaines l'équivalent de ce qu'elle mettait en place habituellement en 9 mois. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur de l'impact et de l'intensité du travail dans la profession bancaire. Donc, pour vous donner également quelques chiffres, ces 24 milliards sont pour l'essentiel à destination des TPE, puisque 90% en nombre d'entreprises concernées correspondant des TPE, des entreprises de moins de 10 personnes, ce qui était le cœur de cible. Et évidemment, sans surprise, concerne les principaux secteurs touchés par la crise, à savoir près d'un quart pour le commerce, 16% pour la restauration et l'hôtellerie, 15% pour la construction. Le nombre de refus, puisque là nous avons pu le recenser, était de l'ordre d'un peu moins de 500 pour 28 millions d'euros. Donc vous voyez, les refus qui seraient donc identifiés aujourd'hui représentent un peu moins de 2% du total général, ce qui recoupe les données reconnues en centrale. Alors, pour autant, il faut être prudent, parce qu'il y a encore beaucoup de dossiers en suspens et en attente de traitement, mais le fait nouveau, et j'en viens aux éléments d'actualité. Les fonds propres est quelque chose d'important, puisque nous sommes dans beaucoup de petites entreprises qui sont généralement assez peu capitalisées et évidemment moins résilientes à la crise. Donc, c'est le fait nouveau et le fait d'actualité, c'est la loi de finances rectificative qui vient de le décider. Ces entreprises qui avaient des fonds propres négatifs, des petites entreprises, n'étaient pas éligibles au PGE. Et elles le deviennent, et en tous les cas, ce n'est plus un motif de refus. Et donc, cela devrait à la fois faciliter les flux de traitement pour les entreprises qui sont dans ce cas de figure et aussi faciliter le traitement par les banques elles-mêmes. Donc, le message leur a été passé, nous les réunissons régulièrement pour leur faire passer les messages et donc, c'est une confirmation importante que cela va encore un peu élargir le volume de traitement et le volume de dossiers acceptés. Parce que là, il peut y avoir ici ou là des interrogations au regard de ce taux de refus.
mais il faut bien avoir en tête que le prêt bancaire, enfin le PGE est un prêt bancaire, que ce n'est pas une subvention et que parfois, pour les toutes petites entreprises, il y a mieux à faire de s'orienter vers les fonds de solidarité, vers les aides régionales, plutôt que par des prêts de trésorerie, certes remboursables avec échéance au bout d'un an, mais dont il faudra assurer la couverture. Donc, c'est un point important, cette avancée sur la perte de la plus de moitié du capital social. Il a été également confirmé que les entreprises en difficulté, au sens qu'ils étaient dans des plans de continuation des redressements judiciaires, depuis le 1er janvier, celles qui ont ouvert une procédure collective depuis le 1er janvier 2020 seront éligibles au PGE, ce qui va là aussi faciliter le traitement de ces dossiers. En rappelant, parce que c'est aussi un point d'incertitude, en rappelant que les entreprises qui sont en plan de continuation, en plan de sauvegarde, sont bien éligibles au PGE. Voilà, donc ça c'est le cadre général que donc les banques ont mis en place généralement des comités de refus, ont des correspondants auxquels vous pouvez vous adresser et nous serons extrêmement vigilants pour le suivi de la montée en puissance. Mais dans la très très grande majorité des cas, plus de 90%, les banques ont joué le jeu et elles sont elles-mêmes, encore une fois, confrontées aux mêmes problèmes sanitaires que les entreprises, avec du personnel parfois confiné et avec une intensité d'activité qui est très très forte. Donc là, je pense qu'il y aura des questions qui reviendront sur l'éligibilité, les refus. Je suis bien sûr à votre disposition pour y répondre. Mais l'essentiel des difficultés aujourd'hui sont plutôt liées à des problématiques d'écoulement et de temps de réponse. Et là, nous sommes en relation avec les fédérations professionnelles, organisations patronales, encore une fois, chambres consulaires, pour fluidifier le circuit d'information. Voilà ce que je pouvais vous dire en grande masse sur le PGE, le report des échéances. Et la loi de finances institue également un nouvel étage pour les entreprises qui n'auraient pas accès au PGE, donc qui ne seraient pas éligibles, au travers d'un dispositif qui sera piloté avec les services de l'État au sein du CODEFI. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'accompagnement bancaire et de point de situation sur ce sujet. Merci beaucoup, Pascal Tachon, pour cet éclairage. Je vais faire le petit bémol, moi, mais vous le saviez, on en a parlé tout à l'heure sur le PGE. Donc, c'est vrai qu'il a été élargi et là, on a été entendu au niveau de l'État par rapport à ça. Il y a une étude qui vient d'être faite par la CPME Occitanie, le communiqué de presse est paru ce matin, donc qui met un petit bémol là-dessus où pour l'instant, sur les taux de refus que les banques annoncent, ce sont sur les refus sur des dossiers instruits, mais en l'occurrence, il y a encore beaucoup de dossiers qui sont dans les tuyaux et qui des fois sont le temps traîne un peu pour avoir la réponse du coup de ce refus. Et puis il y a des refus qui sont un peu informels. Donc c'est un peu ça qu'on est en train de regarder. Je vois Philippe Lamourou qui sourit et peut-être que les experts comptables doivent avoir un peu un éclairage là-dessus. Donc voilà, il faut quand même dire que les banques globalement ont joué le jeu et en tout cas dans les rôles, là aussi ça se passe plutôt bien et je salue également Francis Lafont, le président de la fédération des banques avec qui on travaille beaucoup. Et là aussi, je ne sais pas si ça a été mis en place dans tous les départements de France, mais comme vous l'avez dit, on a un correspondant Covid dans chaque réseau bancaire. Donc si vraiment, c'est le message qu'on peut faire passer, si vraiment vous avez un blocage avec votre banquier, que ça n'avance pas, que la réponse au bout d'une semaine, on va dire une semaine, 10 jours, vous n'arrivez pas à avoir une réponse officielle, n'hésitez pas à nous contacter. On passera par le responsable Covid de ce réseau bancaire. Et puis, dans un second temps, si vraiment vous avez un refus, il existe encore la médiation. On a Benjamin Chevalier pour la CPME qui est tiers de confiance et qui peut défendre votre dossier pour trouver une autre solution. Voilà, c'était le petit bémol que je voulais amener là-dessus parce que on a quand même ça commence à remonter là ces refus un peu informels ou en tout cas ça traîne un peu sur certaines décisions, même si on comprend que les banques ont dû s'organiser aussi avec la crise sanitaire. Voilà, donc je pense que Philippe Lamourou a peut-être justement des éclairages là-dessus, les experts comptables qui sont en première ligne aussi là en pleine période fiscale, ils n'avaient pas forcément le temps de gérer autre chose, mais finalement, ils se sont retrouvés à gérer beaucoup de choses et notamment aussi des dossiers de chômage partiel. Donc, Philippe, je vous laisse nous faire un petit point aussi avec les experts comptables. Merci Grégory. Avant de rentrer, je dirais, dans le détail un petit peu de ces mesures, je voudrais revenir un petit peu sur la genèse de cette crise et vous dire qu'il y a quelques semaines, c'est vrai, cette crise, elle était impensable. Et
à nos auditeurs et aux membres de la CPME. Je pense qu'après, ça restera, et l'image de marque des chefs d'entreprise qui n'étaient intéressés, je dirais, entre guillemets, que par, je dirais, le profit, hein, montre qu'ils ont su être résilients et être plus auprès et plus intéressés par la santé et la protection de leurs équipes que par effectivement cette recherche de l'efficience, on pourrait dire quelque part capitalistique. Donc je pense que ça, à l'arrivée, ça restera dans les mémoires et peut-être qu'on redorera un petit peu le blason du chef d'entreprise et on laissera de côté, vous savez, ces caricatures de Daumier où on avait le patron de l'entreprise avec un haut de forme et un cigare en costume 3 pièces. Voilà ce que je voulais dire déjà pour donner du baume au cœur au chef d'entreprise. Donc, cette crise cardiaque, c'est un arrêt carrément de l'offre, en deuxième lieu. Hein, l'offre s'est arrêtée carrément, puisque la production industrielle, on l'a bien vu, s'est arrêtée, les commerces se sont arrêtés. Et pour corroborer ce qu'a dit Madame la députée, moi, j'ai été stupéfait, et même, je le dis, estomaqué, de la réactivité du gouvernement. Parce qu'on est très souvent les premiers à critiquer un petit peu la lourdeur hein, du système, mais il faut quand même dire que le gouvernement est monté en première ligne tout de suite pour préserver l'outil de production et les ressources humaines. Et là aussi, ce n'est pas posé de questions. Madame Dubos l'a bien dit. Il a fait un plan qui est, je veux dire, on ne l'a jamais vu. Hein, et il a voulu maintenir à flot cette économie. Donc ça, on en a parlé, des reports d'échéances, du chômage partiel, et tout ça, ça a bien fonctionné. Bien sûr, ça a été difficile à mettre en place. On ne met pas en place le chômage partiel pour 50%, donc on doit être à plus de 10 millions maintenant de gens en chômage partiel. Comme ça, du jour au lendemain, c'est quand même un gros boulot. Ça s'est relativement bien passé. On parlera un petit peu des difficultés. Mais quand maintenant on a un petit peu de recul et au bout de 6 semaines, on s'aperçoit qu'effectivement, ça a été assez bien huilé. Et assez bien huilé parce que les administrations, représentants du gouvernement, ont super bien joué le jeu. La DIRECT, la DGFiP, l'URSSAF et toutes ces administrations ont été à la hauteur de l'événement. Et je suis, encore une fois, moi, stupéfait de la manière dont le gouvernement et ses administrations ont pu s'adapter à cette gestion de crise. Je crois qu'il faut le dire et leur rendre hommage à ce niveau-là. Alors maintenant, effectivement, le système a été dur à se mettre en place. On a tâtonné. Il y a eu des effets d'annonce à la télévision. Ça nous a obligés derrière, nous, sur le terrain, à faire des efforts de pédagogie parce que le lendemain, les directives sur le terrain n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais je crois que ça fait partie du jeu. On a encore des soucis, notamment en activité partielle, hein, avec la DIRECT, avec qui on travaille en bonne intelligence. On a un tuyau, par exemple, pour les experts comptables, et on a fait remonter encore en début de semaine 2500 dossiers bloqués à l'inscription de l'activité partielle. Donc, vous voyez que ça représente… Alors, 2500, je vous rassure tout de suite, au niveau statistique, ça ne représente pas grand-chose. Ça doit représenter 5% des dossiers. Mais en nombre, c'est énorme. Et c'est vrai que pour nous, sur le terrain, c'est lourd à gérer. Pourquoi? Parce que c'est 2500 entreprises qui n'auront pas leur remboursement du chômage partiel de fin mars, avant la fin avril. Et fin avril, il va falloir payer les salaires d'avril. Et pour certains, comme les hôtels-restaurants, il y aura eu 0 de chiffre d'affaires. Donc, ça va poser des problèmes de trésorerie. Donc, c'est vrai que ça crée des problèmes. On en a, il ne faut pas le nier, mais c'est vrai que c'est sur 5%. Donc, à nous de le gérer. Et dans la mesure, si vous voulez, où on a l'écoute des administrations, c'est moins difficile à supporter parce qu'on sait qu'il y a des solutions qui sont en cours. Et notamment, par exemple, l'inscription pour le chômage partiel avait été… Vous savez qu'on doit s'inscrire. Normalement, c'est avant la demande de chômage partiel. Pour la crise du Covid, on nous a donné 30 jours. Donc, 17 mars, c'était le 17 avril. Ça a été reporté au 30 avril. Et on sait d'ores et déjà par les services de la DIRECT, Madame la ministre Muriel Pénicaud, qu'il y aura une tolérance si jamais on avait des soucis, puisque les gros soucis, d'ailleurs, viennent des inscriptions du 16 et 17 mars, du tout début.
qui sembleraient ne pas arriver à être prises en compte par le logiciel de la Directe. Donc voilà pour ça. Le chômage partiel, donc c'est effectivement un des outils phares de ce plan de soutien à l'économie. Le PGE, alors donc on en a parlé. Alors c'est vrai que là aussi on a eu des difficultés au début. Notre profession au niveau national travaille beaucoup effectivement avec Bercy et les services de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, c'est un petit peu à ce niveau-là qu'on a réussi à faire évoluer les choses sur les sociétés qui perdaient la moitié du capital. Je pense qu'on a eu aussi quelques soucis au démarrage et que ça va beaucoup mieux. On a encore des problèmes, mais pour rejoindre Grégory, globalement, ça va pas mal et on essaye de faire évoluer les dossiers au fur et à mesure. Donc, je pense que tout le monde a mis la main à la pâte, vous l'avez dit et redit, tout le monde, il y a une solidarité, c'est à tous les niveaux. Moi, je participe aussi à la cellule de crise de l'Occitanie avec monsieur le préfet de région et Carole Delga. Je pense qu'il y a aussi cette union de toutes les, je dirais, tous les acteurs économiques pour faire évoluer correctement les choses et passer le mieux possible ce moment difficile. Ce moment difficile, on est déjà en train de le passer puisque Bercy nous a déjà demandé, nous, de se positionner et de se projeter sur la reprise. Et là, par contre, moi, j'ai quand même quelques inquiétudes, mais je resterai que sur le plan économique. Il est vrai que, vous savez, il y a eu différents dessins de scénarios de reprise qui sont d'ailleurs des lettres de l'alphabet. Hein, la fameuse reprise en V, il ne faut pas y compter. Je pense qu'on ne va pas repartir aussi vite que l'on s'est arrêté. Ça, il ne faut pas y compter. Une reprise en U avec un petit, je dirais, stop en bas et une remontée assez brutale aussi, je n'y crois pas non plus. Celle en L, je ne l'espère pas parce que ça voudrait dire qu'il y aura une deuxième vague d'épidémie et que là, on rentrera plutôt en dépression et ça risquerait d'être dangereux. Je serais plutôt moins partisan d'une reprise en W, c'est-à-dire qu'avec le déconfinement, ça va repartir un petit peu. Et on va se retrouver confronté, je pense, à la fin de l'année, automne, fin de l'année, à une deuxième difficulté économique, c'est-à-dire la reprise pour les entreprises en mode dégradé. Les entreprises vont redémarrer en mode dégradé, c'est-à-dire avec les mesures de distanciation, avec, je pense, les restaurants vont accueillir peut-être que la moitié des clients qu'ils accueillaient auparavant, avec une productivité des salariés qui va être moindre parce qu'aussi il faudra qu'ils fassent attention, pareil dans les entreprises. Et donc un chiffre d'affaires qui diminue, des coûts qui vont augmenter parce que tout ça, quand même, ça a des coûts, les masques, les gels, les procédures. Je pense que les chefs d'entreprise qui m'écoutent le confirmeront. Et donc, on va se retrouver dans ce mode dégradé à avoir des entreprises qui seront plus productives et pas rentables. Et on va de nouveau avoir une crise de trésorerie. Donc, c'est là où il faut qu'on travaille. Et Madame la députée, je pense que c'est très important que l'on trouve des mesures d'accompagnement des entreprises à ce niveau-là, dans cette deuxième phase. Ces mesures d'accompagnement sont très importantes parce qu'il ne faut pas que les entreprises se cognent à ce nouveau mur. Et ça va être un mur terrible au niveau trésorerie. Et moi, je pense que c'est le moment où on risque d'avoir des entreprises qui vont, si vous voulez, se retrouver en état de cessation de paiement. Et les 20 ou 30, parce qu'on envisage quand même qu'il y ait 20 à 30% d'entreprises qui déposent le bilan, c'est à ce moment-là qu'on va les retrouver. Parce que aussi, il faudra payer tous les reports. N'oublions pas que beaucoup de choses, ce ne sont que des reports d'échéance. Donc, il va falloir à un moment payer. Donc, là, déjà, Bercy nous a demandé d'essayer d'innover et de leur proposer des nouvelles solutions. Je suppose que dans toutes vos institutions aussi, vous réfléchissez à ça. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions nouvelles
pour effectivement accompagner l'entreprise dans ce deuxième temps et éviter, je dirais, le creux de la deuxième vague du V, là, de ce W, dessus. Alors, on peut tout imaginer. Hein. On a même imaginé, par exemple, pour que l'offre soit maintenue, de baisser pendant 6 mois la TVA de 20% à 10%. Pour que les loyers des entreprises soient moins lourds, et envisager un crédit d'impôt pour les bailleurs particuliers qui accorderaient des reports de loyer, par exemple, ou simplement qu'il y a des franchises de loyer. Pour les professions indépendantes, parce qu'on les oublie aussi, les professions indépendantes. Nos amis avocats qui souffrent énormément aussi, peut-être de pouvoir débloquer leur contrat loi Madelin, au moins partiellement, pour pouvoir, je dirais, passer des mauvais moments. Il y a plein de solutions, mais je crois qu'il va falloir les mettre en place pour pouvoir, si vous voulez, accompagner les entreprises. Et moi, je suis un petit peu anxieux de cette période de fin d'année où on risque de transformer du chômage partiel que l'on avait actuellement et qu'on aura pratiquement plus après en chômage total. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau général. Et je voudrais terminer quand même aussi avec un petit mot sur mes consoeurs et mes confrères, parce que n'oublions pas que les cabinets d'expertise comptable, ce sont aussi des entreprises. Hein. Nous sommes 1025 en Languedoc-Roussillon et nous avons 5 à 6 000 collaborateurs dans nos cabinets. Donc on est aussi chef d'entreprise, on a à gérer des entreprises. Donc, il nous a fallu effectivement, comme vous tous, gérer ces difficultés organisationnelles en cabinet, en pleine période fiscale, comme l'a dit Grégory, et être à même d'accompagner nos clients. Je crois qu'on l'a fait. Moi, je rends hommage à toutes mes consoeurs et confrères. Et d'ailleurs, je reprends le mot d'un économiste que vous connaissez bien, qui s'appelle Nicolas Bouzou, qui a dit qu'il y avait une profession qui était bluffante, dont on ne parlait pas beaucoup, c'était les experts comptables, qui étaient là au chevet des entreprises pour les accompagner et essayer de faire que tout se passe le mieux possible. Donc, en conclusion, je remercierai aussi mes consoeurs et confrères de la région d'être résilients en la matière et d'accompagner l'économie régionale. Merci. Merci beaucoup, Philippe Lamoureux, pour cet éclairage. Je partage beaucoup de points qui ont été dits. Déjà, je pense qu'on a tous pris conscience de l'importance de son expert comptable pendant cette crise, si certains en doutaient. Effectivement, je sais que vous avez tous fait un gros travail là-dessus. On ne parle même pas des problèmes de fiches de paie, par exemple, que vous avez dû refaire plusieurs fois en fonction des mesures qui évoluaient. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Revenir juste sur le petit point que vous avez évoqué de la directe pour tous nos adhérents qui auraient encore des problèmes. On sait qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été bloqués, comme vous l'avez dit, les premiers, notamment ceux du 16 au 17 mars. Je remercie Coralie à nouveau aussi. On a fait remonter un certain nombre de codes et de vos confrères d'ailleurs qui nous ont envoyé leur liste quand ils ont su qu'on avait un accès un peu direct et Bercy a fait redescendre à la plateforme de Toulouse pour débloquer et au fur et à mesure tout le monde est appelé et donc une petite information là et je sais que on en a beaucoup parlé, on l'a négocié avec André Deljari et donc auprès de la Fédération des banques pour que ceux dont le dossier n'est toujours pas indemnisé par rapport au mois de mars, les banquiers puissent faire l'avance de salaire. Et si votre banquier est assez réticent à ça, la Directe peut vous fournir une attestation, ça on l'a négocié avec Monsieur Liget de la Directe, comme quoi votre dossier est bien bloqué. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez avoir l'attestation de la Directe qui vous permettra de demander à votre banquier d'avancer les salaires du mois d'avril. Les syndicats auprès de la Fédération des banques et avec la Banque de France. Voilà. Grégory ? Oui, Philippe. Oui, à ce sujet, j'en ai parlé hier et je dois en parler avec Pascal Tachon tout à l'heure, avec le directeur de la Banque de France du Gard, et éventuellement aussi pour aider les entreprises, la possibilité d'avoir une attestation d'expert comptable qui justifie qu'il y a un dossier qui est déposé pour un certain montant et donc pour pouvoir aider les entreprises à avoir une ligne de crédit à ce niveau-là. D'accord, donc ça, je voulais le dire. Et enfin, je terminerai sur un petit mot
peut-être pour Madame la députée, dans ces temps de crise, on s'aperçoit que la proximité, c'est quand même très, très important et qu'il est important de garder le maillage territorial. Et on le voit ici. Elle le sait, mais je pense que la Elle crise le ne sait, fait j'ai pensé à vous précisément quand nous étions dans les ajustements de toutes ces mesures. Je repensais à nos conversations de l'époque sur la loi Pacte et je me disais, ils ont grandement raison. J'espère voilà. que ça invitera tout le monde à Et reconsidérer la aujourd'hui, perspective. malheureusement, aujourd'hui, c'est la preuve. C'en est la preuve. Oui, juste pour info sur ce que vous venez d'évoquer, là, les dossiers qui étaient bloqués, moi, ce qui m'est redescendu de Bercy suite aux listes qui m'avaient été communiquées, donc après, on pourra l'arranger entre nous si vous voulez, mais ça date, c'est tout frais. On m'a envoyé hier soir, on m'a dit que sur les 98 dossiers qui étaient bloqués, 81 étaient résolus pour eux et qu'il en restait 17 sur lesquels ils avaient des difficultés pour joindre les entreprises. Donc, a priori, ça devrait vraiment se régler très, très vite. D'accord. Ça, c'était les dossiers CPME qu'on t'avait fait passer. Voilà, c'est Encore. ça. Je sais que Philippe Lamoureux a reparlé de plusieurs centaines de dossiers qui étaient remontés à la directe et donc il y a encore des blocages de partout. Donc, Eh bien, repassez-moi des tableaux de centaines de lignes, voilà. ils seront ravis. Philippe, tu as vu que tu peux passer à Coralie directement les dossiers bloqués. Allez, je vais transition avec André Delzari parce que je sais qu'on partage cette vision et je vais le laisser l'expliquer. Et pour poursuivre ce qu'a dit Philippe Lamoureux, on est persuadé que la crise va avoir des impacts pendant des mois et des mois. Et c'est vrai qu'il y a le passage là immédiat des 2-3 mois à venir et puis de reprendre. Mais il y a énormément de secteurs qui vont être impactés sur du moyen long terme, hein, le tourisme, l'événementiel, etc. On en a parlé. Et on pense qu'il est important de réfléchir à des mesures jusqu'à fin 2021 parce que, comme l'a expliqué Philippe, à un moment, tous ces emprunts, il faudra les payer, il faudra les rembourser et puis il va y avoir ces problèmes de reprise d'activité qui va se faire vraiment très progressivement dans certains domaines et on pense que jusqu'à fin 2021, il faut. Ça me permet de faire la transition avec André Delzari, mon président de la CCI. Bonjour à tous. Donc, j'ai bien et passionnément écouté la totalité des personnes et je remercie Philippe Lamoureux de ses propos qui vont tout à fait dans la connexion de ce que nous vivons actuellement sur le territoire de l'Hérault. Bien sûr, saluer et remercier Coralie Dubosc, le député de l'Hérault qui travaille au quotidien et bien sûr Grégory Blanc-Villain pour l'organisation de cette vidéoconférence et Pascal Tachon, nous on travaille pratiquement tous les jours auprès des entreprises sur le territoire de l'Hérault. Et là, le résultat a été éloquent, puisque aujourd'hui, 90% des entreprises se déclarent fortement impactées par l'épidémie. Et on voit bien que cette problématique-là, puisque ceux qui ne sont pas touchés, c'est toutes les enseignes liées à l'alimentaire ou dans le secteur médical. De l'autre côté, toujours dans la même enquête, 79 des personnes ont observé des baisses de chiffre d'affaires supérieures à 50%. Donc, les autres difficultés rencontrées sont avant tout, bien sûr, liées, ça a été dit tout à l'heure par Pascal ou par Philippe, liées aux fermetures administratives non essentielles. Donc, ces gens-là ont fermé et baissé le rideau. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, pas de chiffre d'affaires du tout sur le mois d'avril, la moitié du chiffre d'affaires sur le mois de mars et pour certains, la moitié du chiffre d'affaires sur le mois de mai. Cette étude, elle montre évidemment également que les entreprises ne sont pas bien emparées des dispositifs mis en place par le gouvernement. Donc aujourd'hui, on le voit, plus ça va, plus ils ont pris tous les dispositifs et je remercie bien entendu l'État, par intermédiaire aujourd'hui par Coralie Dubosc, de toutes les mesures qui ont été prises. Ça a été dit tout à l'heure par Pascal et Philippe, les mesures qui ont été mises en place sont de bonnes mesures. Maintenant, il faut que la totalité des entreprises les mettre en place. On voit encore qu'il y a quelques blocages, Philippe le disait encore tout à l'heure, mais petit à petit, on arrive à régler les problèmes entre tous, que ce soit par les CPME, que ce soit par le MEDEF, que ce soit par les chambres consulaires. On arrive à récupérer des dossiers, on s'appelle la directe avec M. Ligier, ou que ce soit par les réunions que nous faisons avec M. le préfet, avec Jacques Witkowski, qui est un préfet guerrier, qui est un préfet qui règle les problèmes, qui avance et qui fait les choses. Donc, pour nous, au niveau des chefs d'entreprise, on ne peut que saluer son efficacité sur le territoire, parce qu'on l'a vu
Nous, par rapport à l'enquête menée, 77% ont demandé des reports d'échéances sociales. Pour certains, ça a été fait. 63% ont demandé le financement des salariés via le chômage partiel. Ça a été mis en place. Et 53% ont demandé l'obtention du maintien des crédits via la BPI. Ceci a été aussi mis en place. Donc, on peut dire que certaines questions que nous avions posées déjà dans notre questionnaire ont déjà des réponses apportées, soit par l'État, et je vais en parler un petit peu tout à l'heure, soit aussi par les régions ou par les intercos. Et aussi, et je l'ai fait ce matin à Saint-Brest, comme je l'ai fait à Sérignan, je l'ai fait aussi à Castelnau, aussi les communes essaient de voir au niveau des commerces, et ça, c'est une bonne chose. Au travers de notre cellule consulaire d'appui, donc je vais le dire là aussi, là on voit bien que si à un moment certains avaient douté du service consulaire qui peut être apporté sur un territoire, aujourd'hui là aussi on voit bien que ce service-là, sur 76 000 entreprises du territoire de l'Hérault, 28 000 entreprises nous ont demandé des conseils pour leur apporter tous les renseignements possibles sur la totalité de leur dossier, que ce soit sur le PGE, que ce soit sur la mise en place des aides, les 1 500 €, etc., etc. Et chaque fois, on a aidé les entreprises à monter leur dossier. La cellule, je la rappelle, puisque nous avons des auditeurs là, avec covid-19 @hero.cci.fr. Il ne faut pas hésiter à utiliser cette cellule, car c'est notre rôle, et notre rôle aujourd'hui est double et triple, et on agit partout comme ça sur la totalité du territoire. Bien sûr, c'est accompagner les entreprises, oui, mais aussi alerter les pouvoirs publics sur la situation et être force de proposition pour accompagner, bien sûr, la continuité économique. Bruno Le Maire nous a désigné, nous les consulaires, les chambres de commerce comme interlocuteurs de référence durant la crise, et c'est une bonne chose. La chambre de commerce a élaboré ici, dans le département de l'Hérault, de nombreux guides et chartes afin de permettre, entre autres, l'approvisionnement des commerces alimentaires, surtout par rapport aux produits locaux. On a travaillé avec le président de la Chambre d'agriculture, avec Jérôme Despé, notamment au moment de la production des sorties des asperges, des fraises. Tout ceci peut paraître anodin, mais il faut savoir que tout ceci est en production et que si jamais ça n'arrive pas à être vendu, ça part tout simplement à la benne. On l'a fait aussi au moment de Pâques, pour que les chocolats de Pâques, la Chambre des métiers. De l'autre côté, au niveau de l'agneau pascal, tout ceci sont des produits comme ça qui arrivent à des saisonnalités très précises, et les reports ne peuvent pas se faire. On le voit, l'initiative que nous avons menée dans l'Hérault au niveau du muguet. Je remercie Coralie Dubosc avec Grégory Blainvillain pour avoir porté haut et fort notre message, puisqu'on avait un message fort au départ. Tout le monde s'est posé la question pourquoi je parlais du muguet. Il était déjà ri là. Mais le muguet, c'est quand même énormissime. Ça représente des millions d'euros de chiffre d'affaires sur la totalité de la France, et c'est 1 million d'euros sur le département de l'Hérault. Donc c'est pour dire si c'est quelque chose d'assez puissant, et si on n'avait pas aidé la filière là aussi. À partir de mardi, d'ailleurs, sur tout le territoire de l'Hérault, on va voir des affiches tout le long. Il y a un opérateur afficheur qui nous offre tout un canal d'affichage pour mettre en avant le muguet. Et on a profité de cette affiche pour mettre aussi en avant la conchiculture avec les huîtres du bassin de Thau, parce que là aussi, il y a de vraies ventes qui ne se font pas. Donc, quand l'opérateur Mediafiche, pour ne pas le citer, nous a dit « je vous mets 150 panneaux sur le département de l'Hérault, Béziers, Sète, Montpellier, sur les villes et villages », évidemment, on a sauté dessus, on a fabriqué l'affiche, et ça partira. Et mardi, la totalité de l'Hérault sera affiché. Et si ça peut donner un petit soleil au coin de l'œil, peut-être pour les chefs d'entreprise, ça amènera à certaines choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie fortement le préfet Jacques Witowski qui a permis aux fleuristes aussi de vendre en drive et de vendre par l'intermédiaire de la livraison via ou Interflora ou d'autres systèmes. Donc voilà, tout ceci nous permet, soit par les députés, parce que j'ai tous les députés et sénateurs en ligne, ainsi que toutes les collectivités, puisqu'on a fait une grosse réunion avec toutes les collectivités sur le département de l'Hérault, avec aussi le président du département, le président des maires. Là aussi, ça permet d'avancer sur tous les dispositifs pour essayer d'abord de les mettre en place, de les harmoniser le mieux possible sur le département de l'Hérault, et ensuite, pour démontrer leur efficacité, essayer de les mettre en route au niveau des chefs d'entreprise. Et là, c'est avec Philippe ou avec Pascal qu'on essaie de voir et réglementer un petit peu tout cela, et des fois aussi la DGFiP avec Samuel Barrault, parce qu'il y a des fois des dispositifs que voudraient mettre les communes, que voudraient mettre les collectivités, mais qui ne sont pas tout à fait
nous remet un petit peu sur le chemin ou le droit chemin, en disant attention, président, ceci, vous ne pouvez pas le faire, ceci, vous devez le faire d'une autre façon. Alors, des fois, ça nous permet aussi de réglementer et de voir certaines choses où des sommes peuvent être mises par les intercos via la région. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec Carole Delga sur des dispositifs qui permettent d'aider aussi les entreprises. Donc, dans les points importants que je voulais souligner, avant peut-être de passer après aux questions et de te redonner la parole, Greg, c'est de dire qu'on a mis en place une cartographie des commerces ouverts sur le département de l'Hérault. À ce jour, sur notre plateforme, c'est 2200 commerces qui se sont inscrits, des commerces qui sont ouverts. On a rajouté, bien entendu, à partir de maintenant, les fleuristes, avec les livraisons et avec leur drive pour le service qu'ils peuvent mettre en place, ceux qui sont ouverts. On a rajouté aussi la totalité des services liés à la Chambre d'agriculture avec Jérôme Despé sur les agriculteurs ouverts où on peut aller se servir directement à ces endroits-là. Et donc, cette adresse est toute simple, c'est mescommercesouverts.hero.cci.fr et vous découvrez comme ça, d'un seul trait, la totalité des commerces qui sont ouverts pour trouver le commerce à côté de chez vous qui vous permet de vous servir. Là aussi, c'est une réponse concrète, gratuite aux besoins de nos commerçants. J'insiste d'ailleurs, les commerçants, puisque j'ai la chance de pouvoir parler à certains commerçants via la CPME et autres, de leur dire que certains commerçants pourraient ne pas être inscrits sur cette plateforme. Ils peuvent le faire encore via notre site CCI. Dans le même état d'esprit, la Chambre de commerce s'est rapprochée. Greg en a parlé un petit peu, mais par contre pour le web, moi je vais en parler avec la gendarmerie et la police nationale, que ce soit avec Letterman ou avec le général Letterman ou avec Yannick Blouin, pour regarder un petit peu les commerces qui sont fermés, qui pourraient être bien sûr vandalisés pendant cette période-là. On a mis un système de ronde, donc il suffit juste de s'enregistrer sur cette charte et ça permet aux commerçants d'être sécurisés un petit peu plus sur cette partie-là. Je ne détaillerai pas plus nos actions, elles sont sur notre site consulaire. Tout à l'heure, ça a été dit, que ce soit Monsieur le Préfet, la Directe, les banques, je le souligne et je souligne que Francis Lafont travaille très bien, le président du comité des banques. La région, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les intercos avec la métropole de Montpellier. Bien sûr, le département où on est en train de mettre en place le RSA social pour les dirigeants qui ont reçu 0 € d'indemnité pendant cette période-là. On aurait un RSA social qui leur permettra de voir. Donc là, c'est avec le président Mesquida qu'on est en train de le monter. Donc voilà, donc tout le monde est réuni et jamais sur le territoire de l'Hérault, il y a eu une telle cohésion. J'espère que tous les autres territoires français bénéficient de la même chose. Et là, on voit bien que tout a bien fonctionné. Maintenant, j'étais ce matin dans les rues de Montpellier pour préparer l'après 11 mai. Donc, j'ai déjà regardé dans les commerces ouverts, voir si les mesures barrières, les règles barrières étaient respectées. On était avec France 3 et donc on voit bien que les choses sont respectées, les choses se mettent bien en place puisque on parle beaucoup de ces règles barrières, de ces gestes barrières. On oublie un petit peu qu'elles sont déjà en place sur tous les commerces ouverts et que les commerces ouverts ou la grande distribution les a appliquées. Les chartes d'ailleurs qu'on leur a fait passer leur a énormément servi avec le gel, avec les gants, avec les masques, avec tous les systèmes mis en place au niveau de la grande distribution. Il suffit aujourd'hui d'aller voir la grande distribution quand on veut aller voir son commerce ou simplement aller à côté à son marché et regarder les règles barrières et les gestes barrières sont appliqués. Alors, nous sommes en train d'établir les chartes concernant les autres commerces, puisqu'il y a des problématiques, ça a été souligné tout à l'heure pour les coiffeurs. Il y a d'autres problématiques aussi qui sont soulignées, que ce soit sur les salles de sport. On est en train de préparer la charte pour les restaurants, même s'ils n'ouvriront pas le 11 mai, pour dire, bon, ouvrant le plus vite possible avec des séparateurs, peut-être en plexi, des séparations de table à 1 mètre, mais ne laissons pas comme ça une profession fermée trop longtemps. Je pense qu'elle ne s'en remettrait pas. Donc, ceci fait partie de notre activité. Il faut vite reprendre l'activité économique sur notre territoire. Notre rôle consulaire, c'est d'accompagner l'ensemble des secteurs d'activité dans cette reprise progressive, dans le respect que du 15 juillet au 15 septembre sur un petit format,
sur des saladeries avec peut-être des transats avec une moins grande quantité qui seraient nettoyés chaque fois, etc., etc. Donc, on essaie de sauver profession par profession ce que l'on pourra sauver, même si on sait que le tourisme ne réalisera que 25 à 30% de son chiffre d'affaires sur l'année. Mais je pense, et là je m'adresse à Mme la députée, à Coralie, il faut vraiment trouver toutes les solutions pour essayer de sauver ce qui est sauvable encore, que ce soit dans la restauration ou dans le tourisme. Et puis on a parlé, Greg, tout à l'heure, dont nous on est en charge du commerce et du tourisme pour essayer de répondre un petit peu à la question, et puis aussi tête de file, Greg, sur d'autres thématiques par la CPME et via la Chambre de commerce. La semaine prochaine, je mène une mission qui est, bien entendu, on termine les chartes pour les commerçants, mais de l'autre côté aussi, n'oublions pas, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, la santé du dirigeant. Donc, la semaine prochaine, je réunis Olivier Torres pour Amarok et Ruth Nevesny pour essayer de voir, de mettre en place une plateforme, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont en souffrance. Il faut effectivement leur répondre avant que de choses graves puissent arriver sur le territoire de l'Hérault. Donc, c'est pour cela que je me permets de réunir ces personnes-là, parce qu'elles ont la réponse à certaines choses, et il ne faudrait pas que certains drames arrivent, et ce serait encore un drame plus important que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est important de mettre en place un numéro qui permette à ces gens-là d'être conseillés, d'être rassurés, d'être accompagnés pour que des choses graves n'arrivent pas sur notre territoire. Et Greg, tu en as parlé tout à l'heure, et je terminerai là-dessus. Avec le CIP, le Centre d'information et de prévention, là aussi, évidemment, on est là pour accompagner les entreprises. On a renforcé le CIP, ce centre d'information, pour répondre encore mieux aux entreprises. Philippe Lamoureux en a parlé tout à l'heure, évidemment. Le chef d'entreprise, ce n'est pas un bouton on et off. On va pas, comme on a fermé le bouton, ça ne va pas se réouvrir de la même façon. C'est clair, net et précis. Donc, ce qui veut dire que la progressivité des chiffres d'affaires va se faire dans un laps de temps, et qu'on retrouvera très certainement les chiffres d'affaires à hauteur que fin d'année, et c'est ce que j'espère au plus haut point. Voilà un petit peu ce que je voulais dire cet après-midi. Bien entendu, il y a d'autres points qu'on pourrait aborder avec la relance à la consommation de proximité ou la transformation digitale de nos entreprises, aussi au niveau des drives et au niveau des livraisons. On l'a bien vu pendant cette chose-là. Donc voilà. Donc nous, la semaine prochaine, c'est les chartes de la santé du dirigeant, avec d'un côté Olivier Torres pour Amarok et de l'autre côté Ruth Nevesny pour Gnosis. Voilà, Greg, ce que je pouvais dire cet après-midi. Ensuite, on pourra répondre aux nombreuses questions qui viendront. Merci. Merci à tous. Merci André. Je voulais te dire, je voulais saluer tout ce que tu as fait, et puis le site là qui permet d'aller justement voir où est son commerçant. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là pour même tu vois, sur le post 11 mai. Je me dis qu'on doit pouvoir imaginer même ce type de dispositif avec d'autres types de commerces. Et comme tu le dis, ça permet aussi, comme tu en parlais Grégory, de l'après-Covid, si on peut au moins se saisir de cette crise pour la transformer en opportunité de sensibilisation aussi aux commerçants à côté de chez soi, ou pas trop loin de chez soi, dans son environnement, ce serait quand même une très bonne chose, d'autant que je fais un pas de côté pour revenir sur l'implication de tout le secteur économique dans cette crise, mais je travaille bien évidemment aussi avec le secteur régalien, avec l'associatif humanitaire, etc. La plupart des structures associatives humanitaires avec qui j'échange et qui font de la distribution alimentaire aux plus démunis me disent qu'elles sont plus fournies en matières premières par les petits commerces alimentaires des centres-villes de Montpellier que par les grandes hyperstructures. Je ne peux pas imaginer, je pense que ça va devenir un running gag tellement je les enquiquine avec ça là-haut. Je leur dis que pour moi, c'est hors de question d'empêcher le Montpelliérain d'aller à la plage au mois de juin. Donc, j'essaye de ne pas attendre le 15 juillet, de militer un peu. J'agace le préfet qui, lui, va devoir faire respecter des choses très complexes dès qu'on aura des températures élevées. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver des solutions pour permettre quelque chose. Alors, probablement pas tel qu'on le connaît habituellement, mais trouver des solutions intermédiaires qui permettent quand même de retrouver un semblant de vie aussi dans la relation à notre littoral et notre arrière-pays. Merci. Merci.
Bon, je parlais surtout par rapport aux plages privées parce que ce sera compliqué d'être ouverte au 15 juin, mais l'ouverture des plages, tu as absolument raison, je te rejoins complètement. Il faut remettre de l'activité. Comme Greg, je me permets juste quelques secondes d'emprunter quelques secondes de plus sur l'après-Covid parce qu'il faut mettre aussi un petit peu de bon cœur à tout le monde. Donc, on est en train de travailler avec la région sur un énorme dispositif de communication entre septembre et décembre, puisqu'il va y avoir un redémarrage progressif entre mai, juin, juillet, août, et ensuite de septembre à décembre, mettre un gros système comme on l'avait fait lors d'une période précédente avec les kitties qui seraient des bons d'achat à redonner, à aller chez son commerçant avec une valeur qui pourrait être mise en place par la région, les intercos et peut-être aussi des personnes de la grande distribution qui pourraient aussi mettre un petit peu d'argent au pot à l'intérieur de ce système-là. Ça représenterait une somme aux alentours des 10 millions d'euros. Je pense que ça redonnera un petit peu d'essence puisque quand on met 10 millions d'euros dans la machine, ça représente 150 millions d'euros consommés sur le territoire de l'Occitanie. Donc, je pense que là, ça peut donner quelque chose de très bon pour la totalité de notre territoire. Et c'est une idée que je vais essayer aussi de lancer au niveau France avec ITIS, avec un système de bons d'achat qui permette à chaque fois de reconsommer davantage. Merci André, merci Coralie. On va prendre quelques questions. Il y a effectivement, et ce sera après la question que je poserai à chacun sur ce qu'on doit retenir de cette crise et un peu quelles sont nos espérances sur ce que ça va changer derrière et sur ce qu'il faut que ça change. Je fais partie du bureau de la CCI et il y a Jean-Marie Sevestre aussi qui travaille beaucoup sur le commerce et le tourisme et il y a toutes ces réflexions qui sont faites, on en a parlé sur le plan de relance, mais également sur notre façon de consommer derrière. Il faudra sans doute garder ce système peut-être de drive, de livraison, de réflexion d'une vraie plateforme de vente e-commerce de nos adhérents et de nos commerces Héroltech. Pour l'instant, on va défendre l'Hérault, mais oui, il faudra garder tout ça et que derrière, je pense qu'on va gagner un temps extraordinaire sur la digitalisation de nos entreprises qui vont se rendre compte de l'importance de ça pour eux. À nous, après, de s'en servir, de ramener de la production ici et de pouvoir vendre la marchandise et les services de toutes nos entreprises en local. Voilà, donc ça, ce sera un peu la question que je poserai à chacun sur ce qu'on doit. Il va y avoir des points positifs. Il faut qu'il y ait des points positifs qui ressortent de cette crise. Moi, j'en suis persuadé qu'il y a des bonnes choses qui peuvent en sortir. Et avant de redonner la parole à tout le monde là-dessus, peut-être Aurélie, s'il y a 2-3 questions, je sais qu'il y avait pas mal de questions qui étaient effectivement arrivées. Effectivement. Alors, il y a des questions notamment sur l'idée de suppression ou report de charges sociales, Madame la députée. Est-ce que vous avez un peu plus d'infos à ce sujet-là? Si vous voulez, soit, je ne sais pas combien vous avez de questions, mais s'il y en a beaucoup, on peut en faire 3 et je réponds aux 3. D'accord, très bien. 3 par 3, comme très ça. Il y avait une question par rapport effectivement au report de charges ou suppression de charges. Il y avait une question aussi par rapport aux masques pour la population et pour aussi les salariés et les collaborateurs. Comment ça va se passer la distribution, comment se les procurer, à quel prix, parce que ça va effectivement avoir aussi un coût pour l'entreprise pour fournir le matériel adéquat et que les salariés, les collaborateurs reviennent dans des conditions de confiance. Et une autre question, moi, qui était un peu plus large, pas nécessaire, mais sur les délais de paiement, en fait, c'est l'inquiétude sur le travail, notamment avec les collectivités, des personnes qui n'ont pas de chantier depuis 1 mois et demi, qui vont redémarrer et savent très bien que les délais de paiement sont toujours un petit peu longs. Et donc, voir comment ils vont pouvoir anticiper ce creux-là de trésorerie qui va arriver quand les chantiers vont reprendre à partir du 11 mai ou même un peu avant. Voilà, déjà, c'est une première synthèse de quelques questions. Et juste compléter sur les délais de paiement, Coralie, je pense qu'avec tous les syndicats et le monde économique, on aura une vraie réflexion à avoir. C'est très français, ça, qu'on trouve ça normal finalement de se faire payer pour quelque chose qu'on a fait au bout de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et c'est là où on voit l'importance de la trésorerie. Mais quelque part, quand le travail est fait, c'est vraiment très français d'accepter ça. Et je pense qu'on a une vraie réflexion à mener là-dessus. Oui, alors, je vais commencer à l'envers sur les délais de paiement des collectivités. Même avant la crise Covid, on avait déjà échangé à ce sujet et à l'occasion de la loi Pacte, on avait eu de longs débats.
Moi, je ne suis pas contre une modification de la commande publique sur plusieurs points et sur ce point-là aussi. Je pense qu'on peut faire des efforts encore. Il est évident, et d'ailleurs, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle chez un major dans les travaux publics. Les délais de paiement, ce n'était pas un problème pour un major, mais pour les sous-traitants, pour les petites structures, etc., oui, ça met en grande difficulté. Et je pense que la France doit s'améliorer encore sur ce point. Donc aucun problème pour pousser ce point, à savoir si dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, oui, on doit pouvoir complètement déroger au Code général des collectivités territoriales et au droit de la commande publique. On doit pouvoir prendre une ou deux ordonnances pour avancer. Donc, proposition que je pousserai. Sur la question du report et ou de la suppression de certaines charges, c'est un vrai sujet, hein. On en parle souvent entre parlementaires. Je sais que le gouvernement en parle aussi. Je pense que ce n'est pas arbitré, ce n'est pas tranché. Dans l'absolu, on voudrait bien dire effectivement c'est compliqué, le report de charges, il faut les supprimer complètement pour libérer certaines entreprises. Sauf que si on les supprime totalement, on supprime aussi des recettes et cette crise va demander encore plus de dépenses publiques qu'avant pendant une certaine période. Donc vous voyez bien comment l'équation devient compliquée. Donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on les module, est-ce qu'on les répartit par typologie d'acteurs, par typologie d'activité, est-ce qu'on fait en fonction de celle qui avait un commerce en activité indispensable ou pas, qui a pu poursuivre ou pas. Donc voilà, je ne pense pas que ce sera blanc ou noir, il n'y aura pas de suppression totale et globale, il y aura peut-être des aménagements par secteur, par typologie. Les critères n'ont pas été tranchés. Je peux vous garantir que la réflexion est à l'étude. Mais il n'y a pas de réponse définitive aujourd'hui. On a bien conscience du problème, mais on sait aussi qu'il va falloir derrière quand même continuer aussi un certain nombre de financements de services publics et que tout ça va être quand même compliqué. La deuxième partie de la structuration de la vie du pays va être un peu compliquée. Sur les masques, c'est la question, je pense, qui m'est posée le plus souvent. En fait, il y a plusieurs éléments. Je vais vous parler en toute sincérité. Moi, je suis très mal à l'aise en fait avec les masques population générale. Alors, les masques FFP2 et chirurgicaux, bien évidemment, personnel soignant, ça leur est dédié et il faut que ça leur reste dédié. C'est devenu une denrée rare à l'échelle planétaire. Vous avez dû entendre parler des sortes de hold-up sur tarmac par les Américains, de nos masques qui étaient enfin livrés, puis nous-mêmes qui sommes allés faire des hold-up sur d'autres pour en récupérer. Enfin, pas des hold-up, mais on rachète plus cher. Enfin, donc, les masques chirurgicaux et FFP2, c'est la denrée rare dont tout le monde a besoin pour ses soignants. Donc, ils resteront réservés aux soignants. Les masques population générale, faut quand même féliciter le travail d'Agnès Pannier-Runacher qui s'est démenée pour transformer certaines chaînes de production dans des industries françaises qui permettent aujourd'hui de fournir des masques normés qui garantissent une capacité de filtration entre 70 et 90%. Donc, c'est très solide. Un masque chirurgical, c'est 90%. Un masque FFP2, il filtre 98% du virus. Donc, c'est une histoire de microns, de gouttelettes qui peut rentrer ou pas. C'est très important que les soignants l'aient parce qu'ils sont exposés directement au contact des personnes. Mais quand vous n'êtes pas personnel soignant, quand vous respectez les mesures barrières, c'est-à-dire que vous avez de la distanciation sociale, vous n'êtes pas censé recevoir l'ensemble de ces gouttelettes. Et en vous lavant régulièrement les mains, vous êtes censé être mieux protégé. Donc, je sais que c'est devenu psychologiquement une sorte de totem d'immunité, le masque, mais mal utilisé ou de mauvaise qualité, parce que le masque que vous faites à domicile sans les normes de filtration, il va vous protéger peut-être à 30%. Donc, vous croyez être protégé, en fait, vous ne l'êtes pas. Par contre, vous pouvez éventuellement vous charger en virus si vous l'avez mis sur le menton ou sur le front. Il suffit que vous le déplaciez une fois et il ne vous protège plus de la même manière. Et quand je me balade dans la rue et que je vois les gens porter un masque, le plus souvent, ils le portent quand même sur le menton ou sur le front plutôt que sur le visage. Et ils le tripotent régulièrement. Donc, son efficacité en termes de protection des individus non soignants, pour moi, elle n'est pas avérée. D'ailleurs, moi-même, je ne porte quasiment jamais de masque, sauf quand ça fait partie d'un protocole de sécurité, comme certaines activités de distribution de repas alimentaires. Mais sinon, quand je suis allée rendre visite aux gendarmes, saluer les pompiers, je me tiens à distance d'eux, je me lave les mains au gel hydroalcoolique avant, après ou au savon. Je n'ai pas porté de masque dans ces circonstances-là. Donc, on va voir ce qui sera décidé pour la vie de l'entreprise, mais moi je pense que si vous pouvez aménager dans vos structures
des garanties de distanciation sociale, donc 1,5 mètre d'écart et la capacité de se laver les mains, je ne suis pas sûre que le masque soit indispensable. Si les personnes ont envie de le porter pour se rassurer, parce que c'est un plus, et qu'elles le vivent comme un plus, parce que votre entreprise le vit comme un plus, pourquoi pas? Ils seront très peu chers, hein, parce qu'on est monté en capacité de production, on est actuellement à plus de 500 000 par semaine, hein, il me semble, en France. Donc, on produit des masques normés. Je parle de ceux qui sont normés pour la filtration, parce qu'ils sont à minimum 70%, maximum 90%, entre 70 et 90% de capacité de filtration. Ceux-là, ils coûteront entre 2 et 5 euros. On n'a pas encore le prix définitif, mais ce sera entre 2 et 5 euros. Et ils seront en vente non dans les pharmacies, mais dans les presses, bureaux de tabac et supermarchés. Ce seront considérés comme des produits de consommation, au même titre que les gants que vous pouvez acheter pour faire le ménage et qui vous protègent des produits qui abîment la peau. Voilà. Donc, ce sera bien différencié des masques de soignants qui, eux, resteront en pharmacie et qui seront réservés au personnel soignant, à la médecine de ville, aux infirmières, etc., aux aides-soignants, et de ceux de population générale qui seront portés, à mon sens, comme un plus, mais ce que je ne voudrais surtout pas, ni pour vos entreprises, ni pour la population en général, c'est que l'idée de porter un masque normé en tissu, ils se disent que ça les protège et qu'ils oublient, qu'ils arrêtent la distanciation et qu'ils arrêtent de se laver les mains. En fait, quand vous portez un masque, il ne faut quand même pas se tenir à moins d'1 mètre de quelqu'un et il faut quand même continuer de se laver. Ce sont ces mesures-là qui paraissent bénignes et donc les gens prennent peu au sérieux, mais ce sont réellement les plus protectrices. Réellement. D'ailleurs, moi, je vous le dis, hein, j'ai été personne contact de 3 députés positifs au Covid au tout début de l'épidémie, quand on n'était pas encore confinés. J'appliquais déjà les gestes barrières parce que j'avais été sensibilisée au fait que c'était sérieux. Et pourtant, j'ai passé du temps avec eux, mais en appliquant ces gestes barrières, je n'ai pas été contaminée, je ne portais pas de masque. Je pense vraiment que le message à marteler auprès des salariés ou dans la relation client-fournisseur, etc., c'est la distanciation sociale, c'est le lavage des mains. Donc, posons-nous plus la question de la logistique du gel hydroalcoolique pour toutes les structures, etc. Ça, je veux bien qu'on se pose la question, ou des savons. Je me dis que ce serait quand même dingue d'arriver à une rupture de stock de savon. Mais à mon avis, il faut l'orienter plus là-dessus que sur le masque, même si le masque, je vous dis, les capacités de production augmentent. On aura des masques en tissu normés à fournir à la population. Donc, je pense que d'ici la fin du mois de mai, tout le monde pourrait en avoir. Mais ce ne sera pas le facteur le plus protecteur. Voilà, ce sera un élément de plus. Merci Coralie. Je vais repasser la parole à nos intervenants. Ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, ça passe vite. C'était passionnant. Je pense qu'il y a encore plein de questions, mais tout le monde a beaucoup d'occupations. Peut-être une dernière question donc à Philippe, Pascal, André, puis on conclura avec toi, Coralie, sur vous. Qu'est-ce que vous espérez que cette crise change et quels sont les points positifs pour partir en week-end de chez nous, hein, bien sûr, sur ce que ça va changer et ce qu'on peut attendre comme point positif derrière cette crise. Peut-être on peut démarrer avec Philippe Lamourou. Oui, mais moi, je l'ai déjà dit en filigrane dans ce que je vous ai exposé tout à l'heure. D'abord, je pense qu'à la sortie de cette crise, le chef d'entreprise sera revalorisé. Et ça, j'y crois beaucoup. Et je voudrais le dire à tous nos auditeurs parce que je pense que ça va donner du baume au cœur. Et on s'apercevra que le chef d'entreprise est un maillon indispensable de notre société en France. Et le chef d'entreprise indépendant, d'ailleurs, qui est encore un peu, d'ailleurs, dans les mesures, je peux le dire à Madame la députée, un petit peu oublié. Hein, on a des problèmes de gérants majoritaires dans les entreprises qui sont bénéficiaires d'aucun dispositif. Et ça pose encore un petit problème. On y travaille dessus avec Bercy, mais on n'a pas encore la solution. Donc, je pense que la sortie de crise sera une valorisation des chefs d'entreprise. Et moi, je crois beaucoup aussi à la réindustrialisation de notre économie. Je pense que le gouvernement, et pour avoir participé à une conf call des présidents de région avec Gérald Darmanin, il a été très clair dessus. Je pense qu'ils ont pris conscience qu'il fallait qu'on change de stratégie à ce niveau-là. Réindustrialisation et avoir une stratégie de filière. Parce que comme l'a dit Gérald Darmanin, il y a quelque chose au niveau, par exemple, de la filière pharmaceutique où on s'est loupé. On a loupé quelque chose.
Et là, il faut qu'on revoie une stratégie politique dessus. Donc, je pense qu'on va repenser toutes ces choses-là et que ça va avoir du bon et pour le chef d'entreprise et pour l'économie en général. Mais bon, ça va demander un peu de temps parce qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain. Mais je suis tout à fait moins optimiste sur la faculté de rebond de notre économie. Merci beaucoup, Philippe Lamoureux, et merci d'avoir participé avec nous cet après-midi. Pascal Tachon. Oui, alors écoutez, moi, comme Philippe Lamoureux, je considère que voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être tirées de cette crise. Et je dirais une réponse à deux niveaux, une proposition à deux niveaux. J'ai particulièrement apprécié ce qui a été dit par André Deljari et Grégory Gambina en introduction sur la grande solidarité entre les acteurs de la sphère publique, du monde entrepreneurial. Et moi, j'aspire de mes voeux à ce que cette collaboration, elle dure au profit de vous, évidemment, entreprises, et de ne pas opposer les acteurs. Donc, Philippe Lamoureux a dit tout à l'heure, il faut apprécier son expert comptable. Il faudra aussi, je pense, apprécier son banquier, apprécier son conseil, apprécier ceux qui œuvrent autour de l'entreprise et essayer de le positiver. Donc ça serait vraiment mon vœu premier. Et sur le plan économique, je pense que là aussi, Grégory Gambina l'a dit, plus de solidarité au travers, par exemple, du crédit interentreprise. On voit qu'il y a eu des conseils parfois de ne pas payer son fournisseur, de ne pas payer sa TVA. Donc on voit que là aussi, ce n'est pas de bon ton que d'essayer d'opposer les uns et les autres, de se tirer la couverture à soi. Donc je pense que cette solidarité, elle pourrait naître de cette crise et mieux intégrer des sous-ensembles de proximité, ce que disait André sur la consommation dans le rayon d'action, l'économie circulaire. Donc voilà, pour terminer sur une note positive, je pense qu'on doit pouvoir tirer des enseignements de cette crise. Et je suis d'accord avec Philippe Lamoureux, l'entrepreneur en ressortira valorisé, grandi, je l'espère. Merci beaucoup, Pascal Tachon. Effectivement, je pense qu'il faut absolument, et si on doit garder au moins une chose de cette crise, c'est le lien qui s'est créé entre le monde de l'entreprise, entre les banques, entre ces experts comptables, tous les organismes et les services de l'État, où souvent on prenait plutôt ça souvent pour des contraintes ou des lourdeurs administratives. Et là, le lien qui s'est créé est assez extraordinaire. Et on voit que quand on veut faire bouger les choses et quand on veut que ça aille vite, on y arrive. Donc, il faut absolument garder cette besoin des uns des autres. Voilà. André. Oui, si tu me le permets, Greg, je rajouterais qu'à cette cohésion qui a donné un petit peu cet élan au niveau du département de l'Hérault, c'est aussi la cohésion avec toutes les collectivités. Parce que c'est pas toujours le cas. Et là, cette cohésion avec toutes les collectivités, je peux vous dire que ça fait du baume au cœur. Et pour les chefs d'entreprise, ça correspond à quelque chose d'important. Bon, ça a été dit après par Pascal, la cohésion avec bien sûr le monde bancaire, les syndicats de branche, la totalité bien entendu des parlementaires avec qui on travaille de façon permanente. Tout ceci a, et tu l'as dit, Greg, une volonté d'aller beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu depuis le 11 mars que si on le veut, on peut aller beaucoup plus vite sur certaines thématiques. Et on le voit bien par rapport à la transformation digitale. Et c'est ce message-là que je veux faire passer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ici. On a beaucoup dans l'innovation. Il faut qu'on pousse le côté industriel, côté Biterrois. Il faut qu'on en avance encore sur certains secteurs. Ça a été dit aussi par Philippe tout à l'heure sur la réindustrialisation et sur certaines thématiques qu'on a retrouvées sur certains territoires pour pas qu'on commette les bêtises du passé. Et aussi dire aussi un certain optimisme, mais je dirais cette année voyager français. Donc et le tourisme doit se passer sur notre belle côte héroltaise et découvrir la totalité du territoire. Et Dieu sait si sur le département de l'Hérault on a de belles choses à découvrir et ça peut peut-être permettre à des gens de redécouvrir ou de découvrir le département de l'Hérault, dont j'insiste tout le monde à venir passer et venir au niveau du tourisme sur notre beau territoire. Donc voilà ce que je retiendrai, cette cohésion avec tout le monde et
aussi notre terre d'innovation et aussi toute la partie digitale où on peut aller beaucoup plus vite. Voilà un petit peu le message que je voudrais donner à tous les chefs d'entreprise. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on a notre site avec Covid-19 sur le département de l'Hérault. N'hésitez pas à l'utiliser parce qu'on a des solutions à vous trouver. On a réglé beaucoup de problèmes avec Francis Lafont au niveau du comité des banques et Pascal Tachon. On a réglé beaucoup de choses avec la directe. C'est réglé aussi certaines fois avec les députés, mais avec tout le monde, on arrive à régler beaucoup de choses. Après, évidemment, on ne peut pas régler ce qui n'est pas possible, mais il y a beaucoup de dossiers qui peuvent être réglés. Ont été décidées et mises en œuvre en 24 heures, 48 heures, 36 heures. Il y a eu des décisions qui sont tombées et des facultés à dépasser jusque-là des obstacles administratifs, des demandes de pièces, etc., qui ont été extrêmement rapides et qui ont fait beaucoup de bien, me semble-t-il, aussi aux agents de l'État, aux services des ministères, aux services déconcentrés qui sont sur les territoires, aux collectivités très probablement qui ont pu aussi se repositionner dans leur rôle d'accompagneur. Et ça, je pense que c'est un outil de transformation de l'action publique en relation avec le monde économique qui pourra être préservé dans l'avenir et qui est effectivement très important à la fois dans cette période de relance et de rebond, mais juste dans la façon dont on travaille ensemble durablement et où on permet d'avoir des relations publiques-privées où l'État est un aidant, quelqu'un qui accompagne, mais qui est un facilitateur et surtout pas un obstacle vu comme porteur de paperasse, bien au contraire. Donc, je crois que c'est l'un des points positifs que l'on peut mettre en avant et je voudrais aussi saluer les services de l'État qui s'y sont donnés avec passion. Merci Coralie. Il y a effectivement, alors il y a beaucoup de réactions et de questions et malheureusement, on a déjà dépassé beaucoup de temps, mais on va essayer de faire un résumé de toutes les réactions. Il y a plein de bonnes idées et je vois que là, une plateforme de vente locale, ça intéresse énormément de monde en disant il faut mutualiser nos efforts et je crois que tout ce qu'on démontre les acteurs économiques, c'est qu'en fédérant toutes les énergies, on arrive à vraiment faire avancer les choses. Coralie, peut-être une dernière question. Enfin, je pense, moi, je suis persuadé que cette crise va nous permettre de gagner un temps fou, comme l'ont dit tous les intervenants, sur cette transition numérique. Hein. Moi, le premier à la CPME et je pense à la CCI, à aucun moment on s'est dit on va faire des gens pour 1 heure de réunion de l'autre bout du département, même si c'est pas loin, mais 2 heures aller-retour, peut-être que c'est pas rentable pour venir faire 1 heure de réunion. Donc, je pense qu'on va conserver des choses de ça et qu'on va gagner un temps extraordinaire sur la transition énergétique et numérique. Sur la réindustrialisation de la France, ça j'en suis persuadé. Il faut absolument que tous les acteurs, notamment de l'Hérault, on se saisisse de quelque chose qui a toujours été une petite faiblesse et dont on a toujours voulu la corriger. Et je pense que là, il faut que toutes les collectivités s'en saisissent pour voir comment on peut réindustrialiser notre territoire. Et toi, justement, comment tu vois un peu cette transition? Tu sais à quel point on est attaché, nous, aux valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et on voit actuellement de super initiatives naître. Je finirai tout à l'heure là-dessus sur ce projet qu'on a repoussé mais qu'on va vite relancer. Voilà, comment tu vois toi ce que cette crise va nous faire gagner peut-être en temps et comment on peut avancer derrière? Alors, comme ça, tu me permets de faire une annonce avant l'heure. On bosse tous les deux ensemble depuis très longtemps, depuis la loi Pacte, en fait, hein, où le territoire de l'Hérault et André y avait participé aussi largement, a fait partie des acteurs économiques les plus dynamiques pour co-construire un peu les idées qu'on pouvait mettre dans la loi autour de la transition écologique et sociale qui permettait d'aller vers un capitalisme plus responsable. Et dans la suite de la loi Pacte qui a été promulguée l'an dernier, qui commence un peu à être mise en œuvre avec les sociétés à mission, la raison d'être, une meilleure association aussi des salariés à l'intéressement et à la participation dans le réseau
une crise RSE qui existe aujourd'hui en France, avec des propositions non pas de rénovation des labels, mais d'une sorte de, pas non plus de fabrication d'un label public d'État RSE, mais une matrice d'indicateurs qui semblent pertinents pour permettre en gros de faire le distinguo entre des labels qui sont du pur affichage, mais qui permettent ni d'amorcer une démarche, ni de garantir qu'elle fonctionne, et puis d'identifier des critères qui, eux, sont pertinents précisément, soit pour engager une démarche, soit pour démontrer de la qualité de la démarche qui a été engagée en matière sociale et environnementale. Bon, on s'est consulté avec j'ai 2 commissionnaires, nous sommes 3 en mission, donc une parlementaire, un chef d'entreprise, Jean-Paul Chapiron, qui lui est de Nantes et qui dirige le réseau Syntec, et la DG du Global Compact France, Fela Himalayenne. On a l'appui de la DG Trésor et de la DG Entreprise et de France Stratégie et de la plateforme RSE, bien sûr, pour conduire ce rapport. On a décidé la semaine dernière de mettre un petit coup d'arrêt au rapport pour le transformer, parce qu'évidemment, la crise Covid fait poser des questions. Est-ce que c'est utile, là, au 30 avril, que vous ayez une revue des labels RSE? Je ne suis pas certaine. En revanche, même si on va le garder parce que c'est un travail fourni, donc on va le produire, on s'est dit qu'on allait reporter un petit peu et vous rendre notre point de vue peut-être plutôt pour juin, en intégrant une deuxième partie au rapport qui serait finalement dans cette crise Covid, quels sont les enseignements dans la mise en œuvre des solutions comme ça, soit de proximité, soit de solidarité, soit des contraintes comme la visio, mais qui font moins de déplacements, qui s'apparentent finalement à des mesures RSE, qui ont permis de s'adapter et de fonctionner, d'avoir une économie, même en dégradé, très résiliente, et qui permettrait de penser des pistes pour demain, être plus appuyées, plus responsables. Et donc, on se concentre là-dessus. Ça devrait servir aussi le plan de relance et de transformation économique que Bruno Le Maire présentera à la rentrée. Donc, nous avons proposé des pistes à travers ça. Donc, je vais conduire de nouvelles auditions dans cette orientation. Si vous avez soit envie d'y participer, soit des propositions, des contributions à faire, bien évidemment très preneuses. Et puis tout à l'heure, avant d'être avec vous, j'étais en réunion avec des députés européens, des économistes et des députés de l'Assemblée nationale spécialisés sur les affaires européennes. Et je plaidais pour que l'impulsion soit européenne, parce que je pense que si on se met des critères en France et où on valorise certains business, même peut-être fiscalement, parce qu'on l'envisage, on est quelques députés là en ce moment à pousser ces sujets avec Olivia Grégoire, avec Roland Lescure, avec Didier Bécher, enfin, on est quelques-uns de la majorité très sensibles à ces questions, où on fait clairement des propositions aussi éventuellement d'aménagement fiscal pour ceux qui mettraient du leur, d'autant qu'on a certaines très très grosses structures et un réseau patronal qui ne s'en est pas caché, puisque ça a fuité dans la presse. La PEF a fait savoir que la transition écologique, dans le cadre de la crise, ça passerait à la trappe et que c'était vraiment pas son sujet. Et moi, je crois qu'on doit le faire à la fois à l'échelle française, à l'échelle européenne. Le droit de la concurrence, vous savez, va être revu. Il va être revu, le droit de la concurrence européenne. La Commission européenne a lancé les travaux avec le Parlement européen. Normalement, tous les 15 mars, vous avez un rapport au Parlement européen sur la situation de la concurrence en Europe. Il a été annulé cette année au regard de la crise Covid pour être proposé plus tard en réadaptation et proposer des adaptations du droit de la concurrence au regard de ce que nous aura fait penser cette crise. De la même façon, ils sont aussi en train de repenser les solidarités, les aides d'État et les distorsions que l'on peut connaître et comment est-ce qu'on pourrait enfin avoir des marchés préférentiels, notamment dans le cadre de la commande publique. Donc, oui, cette crise, elle a des effets très positifs dans sa capacité à nous faire éclater nos repères et repenser notre environnement en ayant déjà des premiers éléments, transformation numérique, prise de conscience de notre impact en tant que consommateur, prise de conscience dans les conditions de travail, prendre soin de ses salariés, prendre soin de sa santé en tant que chef d'entreprise, capacité de relation avec les parties prenantes dynamique dans ses relations avec l'État.
oui, il y a beaucoup de choses positives à en tirer, à mettre en avant et peut-être à formaliser, voire à fiscaliser. Merci beaucoup, Coralie, pour ta conclusion. On va s'arrêter là. Il y a plein de réactions, mais on va essayer de faire une synthèse de tout ce qui s'est dit. Nous, justement, on a fixé notre assemblée générale le 25 mai à 17h. A priori, ce sera en visio, sauf si on a le droit d'ici là de faire quelque chose, mais je suis assez pessimiste pour croire qu'on pourra se regrouper à 150 ou 200 dans une salle fin mai, mais on la fera sous un système de visio aussi. On lancera et on va continuer justement ce qui devait être lancé fin mars, nos distinctions de l'entreprise responsable et engagée, et on prévoit de refaire notre événement début octobre là-dessus pour valoriser justement les TPE, PME qui font des bonnes actions en matière de RSE et sur tous les domaines. Je pense qu'on est tous persuadés qu'on doit évoluer tous ensemble dans plus de responsabilité et de solidarité entre nous. Dans cette crise, l'importance des syndicats, que ce soit l'interpro ou que ce soit le syndicat de branche, on a tous besoin. Donc, pensez à vos syndicats en cette période. On a besoin de vous aussi. Et je pense que je remercie à nouveau nos équipes. On a, nous, embauché, on peut vous le dire, pendant cette période. C'était prévu et on l'a conservé. On a Clément Barbossa qui vient de nous rejoindre à temps plein en CDI pour gérer cette communication du syndicat. Et Aurélie Spitalino, notre secrétaire général, qui fait un travail assez extraordinaire depuis le début. Donc, merci à eux et merci à tous nos mandataires. Je rappelle que tout le monde est bénévole. S'il y a des élus dans les chambres consulaires, ce sont des chefs d'entreprise bénévoles. S'il y a des juges qui vous défendent au prud'homme, ce sont des chefs d'entreprise bénévoles. S'il y a des juges au tribunal de commerce, ce sont des chefs d'entreprise bénévoles. S'il y a des gens qui vous défendent à l'URSSAF et dans tous les mandataires, c'est par les syndicats. Donc, je pense que vous aurez compris aussi l'importance de ça. Je vous souhaite un bon week-end. Je remercie encore Philippe Lamourou, Pascal Tachon, André Deljari et merci beaucoup pour Aurélie Dubos d'avoir pris 2 heures de ton temps pour répondre à nos questions. Je sais que tout le monde est très pris, on a l'impression, mais en fait, on n'a jamais eu des journées aussi chargées. Hein. André peut en témoigner aussi. Voilà, donc on a hâte aussi que ça reprenne et qu'on se revoie tous en vrai. En tout cas, prenez soin de vous et bon week-end à tous et portez-vous bien. Merci beaucoup.